And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Salut tout le monde, bienvenue à la saison 3 de Processus, épisode 1 de la saison. De nouveaux animateurs, mais bien de l'expertise, ça c'est sûr et certain. Je m'appelle Anthony Marcotte en compagnie de Martin Thériault qui est à mes côtés. À la réalisation, notre ami Olivier Paiement. On est parti vers une excellente saison de hockey. Processus ne changera pas vraiment son initiative. On va parler des espoirs du hockey. On va parler du développement du Canadien de Montréal. Ce sera un grand survol des espoirs du hockey, semaine après semaine. Un podcast d'à peu près 1 heure à chaque semaine, alors qu'on manquera absolument rien de ce qui se passe dans le développement du hockey. C'est pas compliqué, le processus, là. On met l'accent sur les 23 ans et moins à travers le hockey, mais on n'hésitera pas non plus à commenter les faits et gestes des différents directeurs généraux dans la Ligue nationale de hockey. Avant d'introduire nos invités, ceux qui seront à m'accompagner tout au cours de l'année, à toutes les semaines pour le podcast, vous mentionnez que le podcast Processus est présenté en collaboration avec Player X. Chez Player X, retrouvez des pièces de collection authentiques des joueurs comme Demidov, Hudson, Stützle, Crosby, McDavid. Connaissez ça, ces gars-là? D'après moi, ils sont pas pires pantoute. Jersey, rondelles et photos signées et certifiées vous attendent sur playerx.ca. Grâce à PlayerX, on vous gâte. Parmi nos abonnés YouTube, on fait tirer un chandail des Canadiens signé par Lane Hudson. Le grand gagnant sera annoncé la veille du premier match de la saison. Ça s'en vient très rapidement. Et c'est pas tout. Nos membres Patreon, parce que oui, le Patreon est encore en vigueur. On a des détails pour vous là-dessus. Mais on reçoit un code promo exclusif PlayerX. On vous invite à vous abonner dès maintenant à Processus sur YouTube. Rejoignez notre Patreon et profitez de tous ces avantages en collaboration avec PlayerX. Il est le chef d'orchestre du Processus. Olivier Paiement, mon ami, mon cher, comment vas-tu? Salut les gars, je suis vraiment content de me joindre à vous pour une très belle saison de Processus. Et surtout avec des gars de votre trempe. Moi, je pense qu'on a une très, très belle équipe. Vous avez chacun vos forces, chacun votre beat, votre expertise. Puis, ça va être le fun d'apprendre à vous découvrir pendant cette saison. Dis-moi non, Olivier, quelle va être la fréquence, la régularité, où nous trouver? Parce que là, exceptionnellement, on enregistre un mardi pour une diffusion le mercredi matin, mais à compter de la semaine prochaine, ça va être différent. Oui, alors, comme d'habitude, l'épisode va sortir à toutes les semaines, tous les mardis matins. Vous allez vous lever et à 5 heures, l'épisode va être là. Accompagné de tout ça, on va expliquer un peu plus en détail plus tard, mais on aura une tonne d'exclusivité pour les abonnés Patreon, des épisodes bonus qui vont sortir à toutes les semaines, des cadeaux de la part de toi, Anthony, mais aussi de Marco et de Martin. Beaucoup de contenu super cool pour notre Patreon, mais comme d'habitude, l'épisode régulier va sortir sur toutes les plateformes le mardi matin. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Commission Athlétique si vous préférez en audio, Apple Podcasts, Spotify. N'hésitez pas à nous donner un review, un petit 5 étoiles, un commentaire. Et on va être là pendant toute la saison de hockey. Bon, ben, je pense qu'on est parti pour une belle saison. Marty, comment ça va, mon chat? Je peux pas mieux me porter. Honnêtement, là, de faire partie de ce nouveau projet-là, d'embarquer dans l'équipe. Je suis un gars d'équipe, j'aime ça travailler en gang. Oli, je sais qu'il disait qu'il voulait nous suivre, mais avec ce qu'il nous montre depuis quelques mois, quelques années, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui est une vedette montante. Puis de faire un projet avec toi, mon Tony aussi, on se connaît depuis longtemps, depuis TVA Sport. On se côtoie énormément dans toutes sortes de matchs de hockey. Donc de faire un projet avec toi où on va parler d'espoir en plus, amplement emballé, là. Ce qui ne change pas non plus ce que tu fais depuis longtemps avec Anthony Desaulniers aussi, le podcast La Relève, vous avez vraiment votre niche à vous là-dedans. C'est sûr qu'on va aborder certains sujets que vous traitez toutes les semaines dans le podcast La Relève, mais il y aura une identité complètement différente aussi avec Processus. Oui, absolument. Je pense que c'était vraiment important lorsque j'ai accepté le projet de faire en sorte que c'est un peu complémentaire. Tu parlais des directeurs généraux, les plans des équipes. Honnêtement, nous, au podcast La Relève, on essaie de pas vraiment aller là parce que
justement, des balados ou des émissions de radio comme Processus, comme ce qu'on retrouve avec PM Sport et compagnie, le font déjà. Nous, ce qu'on va amener, c'est vraiment le côté espoir. C'est vraiment le côté avant d'atteindre la Ligue nationale. Là, ça va permettre à Processus, c'est de regarder un petit peu plus comment c'est construit. Évidemment, les grosses histoires, le mondial junior, là, évidemment, on n'aura pas le choix d'en parler à gauche et à droite, mais je pense que c'est très complémentaire parce qu'on va amener un élément ici, mais également, au podcast Le Rêve, on va aller chercher peut-être d'autres éléments qui sont un peu plus creusés, si on veut. Là. Exceptionnellement, il est à distance. Il fallait bien commencer le projet comme il se doit. Il est à Nashville aujourd'hui pour nous parler pour des engagements professionnels. Marco D'Amico est le 3e morceau très important de Processus saison 3. Comment ça va, mon chum? Ça va très bien, les gars, et vous? Absolument, bien excité de faire ça ensemble. Marco, tu as une expertise propre à toi. Tu connais sur le bout de tes doigts tous les fondements d'une convention collective de la Ligue nationale de hockey. Et cette année, tu vas nous présenter quelque chose de différent, entre autres pour nos abonnés exclusifs Patreon, des entrevues avec des espoirs du hockey. Absolument, des entrevues avec des espoirs du Canadien, des entrevues avec des espoirs dans la Ligue nationale et des entrevues avec des jeunes qui ne sont pas encore repêchés. Marty va t'en parler toute la saison, là, mais le 2026 s'annonce d'être un très bon repêchage. Donc, on va voir, on va essayer d'apporter ce beau monde-là pour parler à nos auditeurs. Excellent. Puis bon, ce sera disponible notamment sur notre balado régulier de la semaine et aussi en exclusivité d'avance sur notre Patreon. Dans ton cas, Marty, qu'est-ce que tu auras à nous présenter sur le Patreon au cours de la saison? C'est intéressant parce qu'au podcast La Relève, on ne fait pas nécessairement cet aspect-là, mais évaluation du joueur. Donc, j'invite les auditeurs, peu importe le joueur, ça peut être un joueur des Canadiens, ça peut être un joueur des Blue Jackets de Columbus. Vous pouvez me nommer un joueur qui joue en tant que joueur de 15 ans dans la 3e division russe. Nommez-moi le joueur que vous voulez. Vous me donnez le joueur que vous voulez, une évaluation. Vous voulez avoir une évaluation approfondie. Ça va me faire plaisir. Je vais vous donner qu'est-ce que j'ai observé. Je vais y aller un peu plus, justement, en profondeur, les tenants et aboutissants de ce qu'il apporte, de ce que le joueur va apporter. Et c'est vraiment comme ça qu'on va y aller. Donc, je pense que c'est une manière pour les gens d'avoir une approche un peu plus personnalisée parce qu'il y a des amateurs de pool de hockey, de ligues simulées et compagnie. Donc, d'avoir de l'information sur des joueurs vraiment plus lichés qui vont pas nécessairement intéresser tout le monde ici. Je pense que ça va être intéressant. Là. Et à chacun des épisodes, tu auras un profil d'espoir en particulier. Ce sera le cas d'ailleurs aujourd'hui en conclusion d'émission avec ton premier profil d'espoir. En ce qui me concerne, parce que nous aurons tous notre segment à toutes les semaines sur le Patreon, moi, ça va être le calepin de Tony. Qu'est-ce qu'on met dans le calepin de Tony? Ben, on peut aller dans toutes les directions, mais c'est sûr qu'on va parler de hockey. Il va y avoir 5 aspects par semaine que je vais vous raconter dans mes yeux, dans mes mots, sur ce que j'ai observé dans le hockey. On va garder vraiment une option sur les espoirs, mais c'est possible qu'on y aille ailleurs aussi. Ce sera un édito de ma part à tous les lundis. En fin de journée, on va vous présenter ça sur notre Patreon. Donc, à chacun, notre segment exclusif, ben du contenu toute l'année. Petite parenthèse, là, Tony. Quand on dit que Tony est capable de connaître ses espoirs, capable de connaître le monde du hockey, je n'en ai même pas parlé, Tony, mais cet été, à l'Autodrome Granby, tu m'as fait découvrir une anecdote sur un espoir des Rangers avec son père qui est un pilote de course sur terre battue. Tu savais pas celle-là, Marty, hein? Je la savais pas, tu me l'as fait découvrir en regardant. Tu vois? Bon. Carey Terrence, un espoir des Rangers, son père, qui est une vedette un petit peu dans le monde des courses de terre battue. Donc, pour te dire à quel point tu es capable, même à moi, tu es capable de m'en faire apprendre. Ouais, mais ça va être dur, d'après moi, de t'en passer des vites, Marty. Ça va vraiment être compliqué. Ça, c'est sûr et certain. De quoi qu'on avait donc à vous parler là, en levée de rideau? Pas mal ça, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez si on sautait directement dans mêlée? On est là pour parler de hockey. À un moment donné, là, c'est pourquoi on a accepté le projet. Et qu'est-ce qui a retenu l'attention cette semaine dans le monde du hockey? C'est bien sûr l'ouverture du camp des recrues du Canadien. On a enfin du hockey à se mettre sous la dent. Et puis, bon, faut jamais sauter trop aux conclusions dans un camp des recrues. Il y a quand même une maigre fraction de ces joueurs-là qui vont jouer un jour dans la Ligue nationale.
Mais il y en a un maudit bon qui jouait pour le Canadien, en tout cas, dans le match de samedi. Tellement bon qu'il était au-dessus de la mêlée, puis on a décidé de ne pas l'habiller le lendemain. J'ai bien sûr identifié Ivan Demidov. Bien sûr, Marco, c'est un dossier qui tient à cœur, le cas de Demidov, parce que tu as été le premier à l'ébruiter, comme quoi c'était fait chez le Canadien, qu'on l'avait officiellement mis sous contrat et qu'il allait rejoindre l'équipe la saison dernière en toute fin d'année. Ça n'a pas été tellement long qu'il y a eu un impact sur le Canadien. On a vu ce qu'il était capable d'apporter dans les séries éliminatoires. Et quand on l'amène avec des joueurs de son groupe d'âge et même un petit peu plus vieux que lui, on a vu que la qualité du joueur là, ne laissait aucun doute en fin de semaine. Non. C'était une domination absolument beau à voir. Et écoute, c'est pas seulement ce qu'il fait sur la glace qui est impressionnant, c'est ce qu'il fait hors de la glace qui est impressionnant. Après le match, il y avait à peu près une quarantaine de journalistes autour de lui. Il était absolument à l'aise, très content d'être là, très content de parler à tout le monde. Et il voulait simplement faire un show pour les partisans. Pour lui, c'était juste un rêve de jouer un match hors concours et que ça fait la vague pendant 10 minutes et que les partisans aient cette atmosphère de série quasiment. Donc pour lui, écoute, c'était phénoménal. Et encore une fois, tout le monde a vu le match, les habiletés, le maniage de rondelles. Tout était là pour un joueur. Il avait rien à faire dans ce tournoi-là. Il avait absolument tout intérêt de jouer un match et finir là. Je sais que les partisans voulaient le voir le dimanche, mais écoute, Marty était là avec moi. Il a fait tout un show le samedi soir, tout un joueur. Écoute, c'est drôle, hein? Le but de Demidov, tu pouvais voir comment ça se dessine. Ça semble simple lorsqu'il se retrouve en échappée, mais de pivoter les hanches au bon moment, à la fraction de seconde près, pour se libérer un peu d'espace sur le défenseur des Jets de Winnipeg. Par la suite, s'amener en échappée. Puis honnêtement, tu le vois, Demidov s'amener, là. Tu sais, parfois, tu te dis, OK, est-ce que ça va rentrer ou pas? Puis on dirait que Demidov, tu le sais que c'est OK. C'est sûr qu'il va marquer, c'est sûr que ses mains vont être assez vives. Puis, tu sais, oui, le gardien peut l'anticiper, mais les mains sont tellement rapides, il va aller trouver la partie supérieure. Et honnêtement, tu sais, j'en ai regardé souvent des espoirs en personne et tout ça, là, selon moi. Puis là, je veux faire attention, j'ai pas regardé Sidney Crosby à Rimouski en personne, j'ai pas regardé Alexander Ovechkin avec le Dynamo de Moscou à l'époque, mais c'est le sport le plus électrisant que j'ai pu voir de mes yeux vus. À quel point, là, justement... Puis j'avais le sourire au fendu jusqu'aux oreilles pendant peut-être une minute de voir la réaction des partisans aussi. Ça, je pense que les gens ne le réalisent pas. De voir un centre Bell plein à craquer, c'est un camp des recrues. Je regardais, par exemple, sans manquer de respect aux Hurricanes et aux Prédateurs de Nashville, je regardais, là, on jouait pratiquement dans l'aréna de Port-Cartier. Là, je veux dire, il y avait 500 personnes, c'était très vide. Donc, d'avoir ça à Montréal, d'avoir cet engouement-là, c'est extraordinaire. Là. Ouais, puis, tu sais, se libérer du couvreur sur son but, tout semble facile. Il n'y a pas d'hésitation dans son jeu. L'avantage numérique, on peut-tu en parler de l'avantage numérique, là? Tout tournait autour de Demidov. Son sens de l'anticipation et le fait qu'il n'hésite pas à faire son jeu. Lui, là, il voit déjà le jeu s'en venir avant même qu'il reçoive la rondelle. Ça m'a drôlement impressionné, Marco. Puis, on peut fortement voir la tangente, là. On va l'utiliser sur le jeu de puissance au camp d'entraînement du Canadien. Rapidement, il va rentrer dans la discussion, là. À ton avis, va-t-on même décider de le placer là en partant de la saison? Écoute, je pense qu'on en a parlé durant les séries l'année passée. Le fameux diamant que le Canadien ont utilisé durant les séries, où ce que tu avais Demidov à la droite, Caulfield à la gauche, Hudson en haut, Suzuki dans le milieu et Slavkovski devant le filet. Je pense que pour moi, c'est la première vague idéale pour le Canadien de Montréal. Et tu l'as vu, c'est vraiment un jeune cérébral capable de juste transporter la rondelle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que d'habitude, le Canadien de Montréal, ça reste statique. Ça bouge pas beaucoup sur leur avantage numérique. Mais quand Demidov est là, tout le monde est forcé de bouger parce qu'il apporte la rondelle avec lui, puis il n'a pas peur d'aller dans la zone payante, il n'a pas peur de remonter un peu dans la zone, puis aller à la ligne bleue, puis déstabiliser un peu. Donc, ça force beaucoup de tous les autres joueurs autour de lui. Tu sais, David Reinbacher allait de gauche à droite sur l'avantage numérique parce qu'il voulait faire de la place un peu pour Demidov. C'est exactement ce genre de feeling-là que tu as besoin pour l'avantage numérique du Canadien parce que, partant, avant que Patrick Laine arrive, on le voyait un peu prévisible, l'avantage numérique. Avoir un gars comme Ivan Demidov, ça le rend beaucoup moins prévisible. Ouais. Puis, je ne sais pas si tu as constaté la même chose que moi, Marco, samedi, là, mais Ivan Demidov, il a marqué, il a obtenu 2 aides, il a été électrisant,
Mais étant donné la qualité de ses compagnons de trio, des joueurs autour de lui qui étaient peut-être moindres que d'avoir des Suzuki, des Caulfield, des compagnies, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de jeux qui le tentaient, là, que ce qui était le seul à voir sur la patinoire. Et là, ça faisait en sorte qu'un joueur, au lieu de tourner légèrement à droite, se retrouvait à gauche, par exemple. Le bâton était peut-être mal positionné. Donc là, ça faisait en sorte que c'était des passes ratées, entre guillemets, mais c'est que Demidov voyait tellement le jeu à une ou deux coches plus haute que tout le monde, que là, finalement, ça avortait. Mais de voir ces jeux-là contre des joueurs de plus haut niveau, un Nick Suzuki va être capable de comprendre qu'est-ce qui passe par la tête d'un Demidov. Même chose pour Laine, même chose pour Caulfield, même chose pour des Slavkovski et compagnie. Ça va paraître bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'Ivan Demidov, ce qu'il a offert dans le match du camp des recrues, c'est à peu près entre guillemets, le pire qu'on va voir de lui. Je pense qu'il peut simplement être meilleur. En jouant avec des meilleurs joueurs, il va être meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Tu as raison, Marty. Combien de jeux que ses compagnons de trio n'ont pas pu compléter parce que ils n'ont peut-être pas le talent nécessaire pour compléter ces jeux-là. Puis sans vouloir critiquer les Kapanen et les Xhekaj, honnêtement, ce serait surprenant que dans la Ligue nationale, un jour, Demidov se retrouve avec des gars de ce calibre-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne joueront pas. C'est juste qu'ils sont identifiés à des rôles de soutien, alors que Demidov, il y a peut-être le mot superstar décrit dans le milieu du front. Là. C'est à ce niveau-là, je pense, en frais de qualité d'espoir. Puis moi, je salue la décision du Canadien de dire, regardez, là, on a pris l'échantillon du samedi là, dans un match qui a été très robuste le lendemain contre Toronto, où certains tentent de se faire plaisir ou de se faire un nom. Je pense pas que ça servait vraiment à la cause de Demidov de le ramener le lendemain. Et ça, j'ai regardé là, beaucoup de matchs des recrues à travers la Ligue nationale. Puis je dirais que toutes les équipes ont fait ça. Easton Cowan ne jouait pas pour les Maple Leafs. Le Wild du Minnesota, dans leur deuxième match, Dave Boyan n'était pas en uniforme. Les Sénateurs n'ont pas utilisé Carter Yakemchuk. Toutes les équipes avec leurs espoirs de haut niveau, on les a retranchés. On s'est dit que ça ne donne absolument rien avec la domination qu'ils ont offert dans le premier match des recrues qu'ils disputaient. On veut pas risquer une blessure. Donc, tu sais, c'est normal d'avoir vu Demidov ne pas jouer dimanche. Là. Toi, t'as pas été surpris, Marco, de cette décision-là? Non, du tout. Je pense que c'était écrit dans le ciel. Tu as les Maple Leafs, l'année passée, c'était aussi un peu robuste en termes de ces deux équipes-là. Tu veux pas vraiment risquer de quoi, mais tu veux aussi donner à Demidov l'opportunité de vivre ce que c'est être une recrue dans cette ligue, même si c'est un joueur top 6 dans la Ligue nationale à ce jour. Donc, pour moi, c'était intéressant de voir ça. Je pense que le jouer contre les Jets, pas tant d'animosité entre ces deux équipes-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de le voir. Puis écoute, les partisans vont le voir assez souvent durant la pré-saison et durant la saison. Pas à s'inquiéter du tout. OK. La question, messieurs, vous le voyez avec qui en partant le camp d'entraînement? Parce que je pense pas honnêtement qu'on va tout de suite démanteler Caulfield, Suzuki, Slavkovski. On va vouloir revoir cette combinaison-là. Même si je pense pas que ça va durer toute l'année, Demidov va se retrouver quelque part avec Caulfield un jour ou l'autre. Ça, je pense que c'est écrit dans le ciel. Maintenant, est-ce qu'on va commencer Demidov, avec qui va-t-il jouer? Marty? Moi, j'ai l'impression qu'il va commencer avec Patrick Laine. Là, le deuxième joueur de centre, moi, j'aurais le goût de dire Kirby Dach pour l'instant. S'il est en forme. C'est ça, un peu par défaut. Mais premièrement, j'ai constaté que cet été, Ivan Demidov s'est beaucoup entraîné, premièrement avec le groupe, mais notamment avec Patrick Laine. Semble-t-il, j'ai pas vu les séquences, mais semble-t-il qu'il y avait une très belle chimie, était capable de le trouver. Tu sais, justement, Demidov, le fait d'avoir des mains, le fait d'avoir beaucoup de créativité, d'attirer beaucoup de pression autour de lui, d'ouvrir les lignes de passe, ça peut aider un gars comme Laine qui, justement, premièrement, moi, selon moi, a connu un excellent été. Il était très heureux d'être à Montréal. On l'a vu dans plusieurs événements. Là, de se retrouver avec Ivan Demidov, quelqu'un qui va être capable de le trouver avec des passes lumineuses. Et tu l'as bien mentionné tout à l'heure, Tony, le fait de faire des passes rapidement avec énormément d'exécution. Je pense que ça peut te permettre d'avoir deux excellents trios. Donc, place Slavkovski, qui, depuis le début de sa carrière, a surtout du succès avec Caulfield et Suzuki. Et ça peut te donner un excellent deuxième trio. Ça peut donner des munitions à Martin Saint-Louis de dire on a deux excellents trios qui sont capables d'amener de l'attaque présence après présence. Puis ça, à un moment donné, ça devient ce qui est important lorsque tu es une équipe. Là. Marco? Absolument. Écoute, pour moi, c'est Dach puis Patrick Laine. La seule exception pour moi serait s'il y aurait une blessure au camp. J'aimerais voir Zachary Bolduc avec Ivan Demidov. Ça serait vraiment intéressant à voir parce que c'est une complicité que je trouverais intéressante. Patrick Laine a le tir, mais je trouve que Zachary Bolduc a la hargne.
Il y a vraiment le style agressif pour pouvoir complimenter puis aller faire de l'espace pour un joueur comme Ivan Demidov. La seule peur que j'ai d'avoir un trio de Kirby Dach, Patrik Laine et Ivan Demidov, c'est qu'il y a beaucoup de si. Il y a pas beaucoup d'assurés en termes de, exemple, le jeu à 5 contre 5. Qu'est-ce qui va se passer défensivement? Est-ce que c'est un trio qui va être utilisé à la même abondance à la maison que sur la route quand tu n'as pas le dernier changement? Il y a cette stratégie-là, il faut y penser. Le Canadien commence sur la route 3 matchs de suite. Donc, est-ce que Martin Saint-Louis va être à l'aise avec un Kirby Dach le premier match de la saison? Ce que Jeff Gorton nous a dit, il devrait être prêt. Est-ce que ça va être quelque chose que tu veux mettre ta jeune recrue dans cette situation-là? Donc, ça va être intéressant pour moi. Sur papier, ça devrait être Kirby Dach et Patrik Laine, mais j'ai hâte de voir si on va avoir une surprise ou deux. Ouais, moi, ce qui m'embête, c'est le jeu défensif. Faut pas s'attendre à ce que ce trio-là prenne beaucoup de mise au jeu dans le territoire défensif parce que ça risque de circuler très rapidement. Ça, c'est sûr et certain. D'abord, Dach en arrache en plus au cercle de mise au jeu. Tu risques de courir après la rondelle énormément si on utilise ces trois-là ensemble. Mais dans le territoire offensif, c'est sûr que c'est attrayant de les utiliser. On va laisser ça dans les mains de Martin Saint-Louis, puis c'est sûr que ce sera certainement un sujet qui va revenir dans nos prochains épisodes en route vers le début de la saison au mois d'octobre. Maintenant, j'ai envie de vous amener sur l'analyse qu'on peut faire des autres joueurs lors du camp des recrues, parce que, évidemment, Demidov n'a pas été le seul à jouer. Il y avait beaucoup d'intérêt aussi pour voir comment David Reinbacher allait réagir. On l'a utilisé dans les 2 matchs. Il a été utilisé à toutes les sauces, sur des unités spéciales aussi, tout en prenant la première vague de l'avantage numérique avec le même partenaire, soit Adam Engstrom. Si je commence avec toi, Marco, qu'est-ce que tu as pensé du travail de Reinbacher en fin de semaine? J'ai aimé sa mobilité. Écoute, c'est la première chose que je regarde dans une situation comme ceci, après la chirurgie et toute la peur que le monde a avec son genou. Je pense qu'il était très solide, couvrait beaucoup de glace. Il a impressionné avec la capacité de transporter la rondelle. Je pense que pour moi, il y a eu certaines gaffes défensives que Pascal Vincent lui-même a identifiées durant la conférence de presse. Mais en termes être solide, être capable d'utiliser son bâton, couvrir beaucoup de glace, pousser les attaquants vers l'extérieur. Je pense que pour moi, c'est le peaufinement de son jeu, ça se voit. Et je pense que ça va être vraiment de valeur pour lui à Laval cette année, d'être capable de travailler sur l'aspect plutôt offensif. C'est d'ailleurs pourquoi on l'utilise sur l'avantage numérique, parce qu'on veut plutôt développer cet aspect-là et de lui aider à être un peu plus créatif ou d'être ouvert à un peu plus de créativité dans son offensive. Je suis d'accord avec Marco pour l'aspect mobilité. Moi, j'ai trouvé que on avait déjà eu des échos quand en Suisse, il avait travaillé énormément sur sa mobilité. Tu vois que ses 2 ou 3 premières enjambées sont bien meilleures. Moi, ce que je surveillais beaucoup avec David Reinbacher, ça m'a toujours déçu un petit peu lorsqu'il était à Laval, mais il a passé la majorité de la saison sur le carreau, donc c'était difficile à évaluer. C'est sa capacité à gérer l'échec avant adverse. Je trouve que parfois, quand c'est bien temps de tourner les hanches, d'éviter les mises en échec un petit peu, je trouvais qu'il était peut-être un peu lent. Ça faisait en sorte que si tu te retrouves avec une bagarre à 1 contre 1, d'immobiliser Reinbacher le long de la rampe, je trouvais qu'il avait tendance premièrement, il y avait des pertes de rondelles où il rejetait la rondelle un peu n'importe où, notamment en série, Tony, avec le Rocket, je trouve que ça avait été un problème. Donc moi, c'était le gros aspect que j'avais hâte de voir avec son aspect mobilité. Ça n'a pas été toujours parfait. J'ai trouvé que parfois, il se mettait un peu dans l'embarras, mais j'ai trouvé qu'il y a une progression au moins. J'ai trouvé qu'au niveau de son exécution, c'était peut-être un peu mieux. Parfois, il n'avait pas peur d'y aller avec une touche de rondelle de plus pour simplement éloigner la rondelle et par la suite remettre la rondelle à un attaquant qui est mieux placé pour les sorties de zone et tout ça. Donc ça, au moins, je vois qu'il y a une progression. Pour transporter la rondelle pour le jeu offensif, ça ne m'étonne pas. J'étais l'un des rares à dire que Reinbacher a plus de jeu offensif qu'on peut penser, et on le veut un peu à cette fin de semaine. Mais c'est vraiment le côté dans sa zone. Je vois qu'il y a une certaine amélioration, mais j'ai hâte de voir avec les vétérans. Je pense que ça pourrait être quand même compliqué, mais au moins, il y a une progression. Ben moi, je pense qu'il y a une question de répétition aussi. Ouais. Le jeune homme a très peu joué la saison dernière. Quand il est revenu, on le sait, c'était un match, il jouait. L'autre match, on ne savait pas s'il allait jouer. Il jouait pas, sautait 2 matchs, revenait. Ça a été un yo-yo avec Reinbacher en fin d'année. Puis finalement, en série, il a joué tous les matchs. Il y a eu du bon et du moins bon. Mais moi, je pense qu'il a besoin de millage encore avant d'aspirer à jouer dans la Ligue nationale. Il va jouer, oui. C'est sans aucun doute.
quel est le plafond de Reinbacker dans la Grande Ligue? Je suis pas prêt encore à me prononcer là-dessus parce que je l'ai pas encore assez vu jouer en Amérique du Nord sur une petite glace avec de la pression, mais il y a le gabarit pour, il est imposant, il y a un bon coup de patin, il y a un bon tir, je pense que sa première passe est adéquate. Le jeu dans son ensemble, je pense qu'il y a encore place à amélioration. Il est meilleur que ce qu'on a vu à date dans son rendement. Je pense que Tony aussi, là, il faut relativiser. T'sais, oui, il a joué quand même en série l'an dernier, mais moi, dans ma tête, l'an dernier, c'est comme si c'était une saison perdue. Parce qu'il n'a pratiquement pas joué. Il a été le 3/4 de la saison sur la liste des blessés à un moment donné. Donc, à quelque part, là, les gens vont être très sévères. Là, vont le comparer avec Matvei Michkov. Ouais, mais Michkov est dans la LNH. Il produit beaucoup. Regardez Will Smith. Regardez tous les joueurs pris derrière. Ryan Leonard. Mais la réalité, c'est que tous ces joueurs-là n'ont pas raté d'action. Ouais. Alors que Reinbacker, ça va prendre plus de temps. En plus, c'est un défenseur. Et un défenseur à caractère un peu plus défensif, ça va prendre encore plus de temps avant qu'il soit à l'aise avec la gestion des risques, avec la mobilité et tout ça. Donc, ça va prendre plus de temps. Je pense qu'il faut le voir vraiment avec... Ça prend 1 an de plus. Et tu l'as très bien mentionné. Le millage va être important. Qu'est-ce que ça va donner si tu es 2 semaines à l'étranger? Tu as la fatigue dans le corps, des 3 matchs en 3 soirs. C'est une chose d'être bon dans le premier match. Mais au match numéro 26... Ça, il l'a pas encore montré. Il a pas vécu ça de sa carrière. Puis ça, il va devoir le montrer parce que dans la LNH, des longs voyages et des situations difficiles où tu es blessé ou tout simplement fatigué, il va y en avoir. Là. Moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Le concernant, Reinbacker, lui-même, dans un horizon de combien de temps il joue avec le Canadien? Puis je dis pas qu'il joue en permanence avec le Canadien parce que ça se peut qu'il retourne à Laval. Ça va prendre combien de temps le premier appel? Parce que je pense pas qu'il va être... Puis qu'il va percer la formation au camp d'entraînement. T'en as 7 avec des contrats de la Ligue nationale. Présentement, les 7 sont admissibles, mis à part les Notson, mais on sait que ça n'arrivera pas, là. Ils sont admissibles au balotage. Donc, les 7 qui sont là, c'est coulé dans le béton. Ils vont amorcer l'année avec le Canadien, à moins d'une transaction surprise. Reinbacker dans le portrait, ça prend combien de temps pour un rappel, Marco? Tout dépend des blessures. Je pense qu'il va jouer des matchs cette année. Je suis pas mal sûr. Les Canadiens vont vouloir le tester un match ou 2 ici et là dans la Ligue nationale. Ils l'ont fait avec d'autres espoirs. Ils vont continuer à le faire. Et selon ce que je sais, c'est que le Canadien de Montréal croit que, en termes d'outils, David Reinbacker est un défenseur de la Ligue nationale. Donc, ils vont vouloir voir après, je sais pas, les fights, peut-être avant les Olympiques, juste essayer de voir où ce qui est rendu dans son développement avec un petit rappel. C'est ça l'avantage d'avoir Laval à 2 stations ou 3 stations de la ligne orange, ou je pense 6, excuse-moi. Mais ça reste pareil, une complicité avec Laval et Montréal qui va faire en sorte que des joueurs comme lui, Florian Jacquet, Owen Beck, risquent de jouer des matchs cette année juste à cause qu'ils veulent vraiment voir où ils sont rendus parce qu'il y a des décisions à prendre aussi vis-à-vis leur développement. Oui, tu es allé chercher Noah Dobson, mais si tu veux vraiment aspirer à une Coupe Stanley, tu as absolument besoin que un David Reinbacker se développe au moins en tant que défenseur top 4 dans la Ligue nationale. Donc, ils vont vouloir regarder ça. Et je crois en temps plein, si tout va bien, il y a ces répétitions et pas de blessures, on risque de le voir avec le Canadien l'année prochaine. Moi, je suis entièrement d'accord avec Marco. Je pense qu'on devrait le voir avec les Canadiens pour ses premiers matchs. Dans les alentours du mois de janvier ou février, je parlais du millage. Donc, je pense que ça va être important de lui montrer ces leçons-là, une quarantaine ou cinquantaine de matchs. Puis lorsque tu vas débarquer justement 40 ou 50 matchs, ça t'amène à peu près là, au mois de janvier. Donc, je pense que c'est là qu'on va le voir. C'est là qu'on va voir ses premières répétitions. C'est là qu'on va se dire, OK, il est prêt parce que là, le style défensif, il n'y a pas de problème. Le gabarit, il est déjà correct. Je pense qu'il va être en mesure de continuer de progresser et tout ça. Là, il y aurait l'aspect des blessures. Disons qu'on a une blessure après 5 matchs. Donc là, tu pourrais dire, OK, mais peut-être que Reinbacker va s'amener. Mais n'oubliez pas Mark Del Gaizo. Un gars qu'on a mis sous contrat en titre de joueur autonome sans compensation à l'été. C'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience avec les Prédateurs de Nashville. Moi, je pense que Del Gaizo, c'est pas un hasard. Si, à défaut d'avoir Reinbacker prêt ou un Adam Engstrom, tu peux amener Del Gaizo s'il y a un blessé. Mais par contre, au mois de janvier, là, si la situation peut changer, si Reinbacker se développe comme on pense qu'il peut le faire, là, tu pourrais l'amener avec les Canadiens. Peut-être pas à temps plein, mais assurément pour ses premiers matchs. On a une petite promotion pour les gens. Marty, étire donc ton bras, là. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là. Sors-nous le bâton TPS Response. Oh oui, Louisville TPS. Ça vous tente-tu de gagner ça? Ce serait cool. On a une promotion.
Hein? C'est le retour de la gamme Response des bâtons TPS. On a 2 bâtons comme ça à faire tirer. Très simple, on écrit TPS dans les commentaires sur YouTube. Alors, si vous nous écoutez d'une autre façon, pour nous d'aller chercher les gens qui ont commenté, c'est via YouTube. C'est là qu'on va participer au concours. On est bien content de vous parler via Spotify, Apple Podcasts notamment. Alors, les bâtons TPS, voici ça flexe pas comme ça, là. C'est assez dur, Ça fait longtemps que j'ai pas pris ça, bâton de hockey. Moi qui est gaucher de nature, j'ai pas pris le bon côté. Mais on peut vous dire que plus de contrôle, moins de vibrations, petit snap satisfaisant qui te dit que tu as visé juste, que tu sois à l'attaque ou devant le filet, tu vas sentir la différence. Une technologie solide, une sensation unique, le TPS Response. Merci, Marty. Alors, pour les plus perspicaces, vous aurez compris qu'on fait tirer 2 choses différentes dans l'épisode d'aujourd'hui. D'abord, évidemment, le bâton TPS. Vous pouvez commenter, comme Anthony l'a dit, TPS dans les commentaires, mais aussi un chandail autographié par Lane Hudson. On n'a pas le chandail avec nous présentement, mais on va l'avoir d'ici les prochaines semaines. Ouais. Ça, c'est grâce à PlayerX. Alors, vous pouvez commenter chandail dans la section des commentaires et on va faire tirer un chandail autographié par Lane Hudson parmi tous les gens qui commentent. Quand même 2 beaux concours. Ça s'accroche bien à la Man Cave, ça. Chandail de Lane Hudson. Absolument. C'est pas gênant. Non. On poursuit l'analyse du cas des recrues du Canadien. On parlait de la brigade défensive. Reinbacker évoluait avec Adam Engstrom au cours des 2 parties en fin de semaine. Curieux de vous entendre, messieurs, Marty, d'abord, sur ce que tu en as pensé de Engstrom. Je vais être honnête avec toi, j'ai vu beaucoup de commentaires, c'est un défenseur de la LNH. Il m'a déçu quand même un peu, moi. C'est parce qu'à un moment donné, Adam Engstrom, après Reinbacker, c'était censé être le meilleur. T'avais pas des Logan Mayou, t'avais pas des défenseurs comme ça pour dire, écoute, ils ont plus de temps de jeu qu'eux, ils ont la place en avantage numérique. Là, il n'y avait pas d'excuse. C'est Engstrom qui avait ce style-là. Et honnêtement, oui, il a bien bougé la rondelle. Oui, il a été capable de générer certaines choses en avantage numérique, mais pas à un niveau pour me dire, OK, lui, finalement, il a pris une coche, il a pris de la confiance, il est pas mal plus à l'aise avec la pression des joueurs, l'exécution, le style nord-américain. Ça m'a déçu un peu. J'ai trouvé que sa prise de risque s'est légèrement améliorée, dans le sens que parfois, il avait le temps d'anticiper si le joueur allait l'attaquer, de dire, OK, il y a peut-être un risque que je perde la rondelle. Moi, chose que je trouvais qui était très difficile à Laval l'an dernier. Mais en même temps, c'est un cas des recrues. Les joueurs sont moins bons, il y a moins d'expérience, il y a moins de vitesse. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans les matchs préparatoires contre des vétérans? Pour l'instant, je reste sur mon appétit. Moi, je te dirais vraiment, là, dans mes déceptions du camp des recrues, Adam Engstrom est peut-être en tête de liste, pas parce qu'il a été le pire, pas parce qu'il a été l'un des pires joueurs, mais simplement par les attentes que tu avais envers lui, parce que c'est censé être l'un des meilleurs défenseurs. Là. Marco? Ouais, écoute, c'était beau à voir. Je pense que le coup de patin était excellent. Je pense que le transport de rondelle était excellent. Mais tu voulais un peu plus de lui. Tu voulais qu'il apporte la rondelle dans la zone payante. Tu voulais une certaine aise en termes de l'échec avant, puis la pression, puis être capable de faire circuler la rondelle ou sortir de la rondelle de la zone. Et je pense que c'est vraiment ça. Si Adam Engstrom veut devenir un défenseur de la Ligue nationale, il doit maîtriser ça parce qu'il maîtrise tout le reste très bien. Mais c'est vraiment juste la prise de décision en zone défensive, la première passe, parce qu'il est très bien pour transporter la rondelle hors de la zone. Mais des fois, c'est pas nécessairement possible, puis ça va devenir de moins en moins possible au fil de la saison. Donc, pour moi, c'est vraiment comment est-ce que tu vas voir le jeu, anticiper le jeu et ensuite réagir au jeu. Je pense qu'il y avait une certaine hésitation dans son jeu qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas nécessairement, il prenait pas nécessairement la meilleure décision. Des fois, on le voyait hors position. Il fallait qu'il y a le coup de patin pour corriger ses erreurs de positionnement, mais des fois, trop hors de position, puis ça fait en sorte que David Reinbacker, des fois, était laissé à lui seul dans des couvertures. C'est des choses qui vont se peaufiner. Écoute, je pense qu'avec un gars comme Adam Engstrom, c'était chaotique au début de sa carrière avec le Rocket de Laval, puis à la fin de la saison et dans les séries, je le trouvais très solide. Donc, encore une fois, c'est le processus, c'est la progression de ce joueur-là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, lui et David Reinbacker, sur la première paire à Laval. Avant de revenir dans le prochain segment avec d'autres joueurs à l'attaque, je pense que celui qui a laissé la meilleure impression selon les attentes placées en lui en fin de semaine, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense que c'est Owen Protz qui est arrivé avec un jeu fiable défensivement et aussi, surtout, de percutantes mises en échec. Marco?
Écoute, je pense qu'on ressentait les mises en échec sa passerelle. C'était vraiment intense. Je pense que c'est un art aussi d'être capable de perfectionner ton timing pour des mises en échec de cette vitesse-là. Euh, pour moi, c'est vraiment un atout, un skill qui c'est difficile à apprendre. Et quand tu es capable d'apprendre ça et de savoir comment utiliser ton corps de cette façon-là à un jeune âge, c'est une des raisons pourquoi Hockey Canada l'a appelé pour faire partie du camp de sélectionnement d'été. Je trouve que de le voir, je sais que c'est plus à Hamilton, mais là, c'est rendu à Brantford, les Bulldogs, mais de voir son progrès défensivement depuis les 2 ou 3 dernières années, là, c'est vraiment intéressant comme joueur. Je dis pas que ça va nécessairement être un joueur de la Ligue nationale, mais il y a quand même le potentiel. Si son jeu défensif continue à s'améliorer, l'aspect physique va être trop attirante pour ignorer, je trouve. Et pour moi, en termes de défensive, encore une fois, de prise de décision, on se questionnait des fois pourquoi il a pris une seconde de trop pour faire un jeu ou si ça, mais je le trouvais actif en zone neutre. Et je pense que ça, c'est très important pour un défenseur défensif. Marty, est-ce qu'il y a des chances de percer équipe Canada Junior cet hiver? Moi, honnêtement, là, puis vous fallait voir la capsule que j'ai faite sur le compte du podcast La Relève sur YouTube, là, je le mets dans ma formation, moi, Ron Protz. Je pense que, premièrement, dans le camp estival, il a été excellent, mais dans les limites qu'il peut apporter. C'était pas quelqu'un qui transportait la rondelle, c'est pas quelqu'un qui avait un tir, c'est pas quelqu'un là qui se mettait à faire des montants à l'emporte-pièce et créer des chances de marquer, mais défensivement, d'être physique, à 1 contre 1, d'immobiliser les joueurs, un excellent bâton pour être en mesure de neutraliser les chances, la rondelle et tout ça. Il était extraordinaire, il était très bon en couverture, bloquait beaucoup de tirs. Moi, je trouve qu'il a été excellent, et si tu te transposes au mois de novembre ou décembre pour le camp et tout ça, moi, je pense qu'il va mériter une invitation. En passant, Scott Salmon était sur le directeur général de l'équipe Canada Junior, était sur la galerie de presse au Centre Bell dimanche. Donc, c'est sûr qu'on l'épie. Puis le côté défensif, tu sais, moi, je vais être honnête, Owen Protz, j'ai jamais été un grand partisan. J'ai toujours un peu questionné la sélection au 4e tour. Parce que le style défensif, moi, je me souviens du camp des recrues l'an dernier, ça avait été compliqué. Souvent, l'échec avant arrivait trop rapidement. Il lançait un peu la rondelle n'importe où. Il avait eu beaucoup de chances de marquer. Je pense qu'il avait même eu un but l'an dernier à raison d'une de ses revirements. Mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus efficace, beaucoup plus calme. Il était capable de mieux sortir la rondelle. Et ça, je sais pas s'il y a du Adam Nicholas, là, l'entraîneur des habiletés des Canadiens. Mais j'ai noté une tendance. Ça arrivait 1 ou 2 fois que je le regardais. Il regardait énormément derrière lui. Toujours en train de regarder, de prendre son information, à quelle distance le joueur qui me pourchasse est là. Et là, il est en mesure de prendre mieux son information. Et comme par hasard, la rondelle sortait beaucoup mieux du territoire. Si ça, c'est déjà une amélioration du côté d'Owen Protz de commencer à prendre des enseignements de notamment Adam Nicholas, je pense que c'est très positif, là. Oui, ben absolument. Moi, je pense que laisser une très belle carte de visite aux Canadiens en fin de semaine. Peut-être une déception en fin de semaine, c'est de ne pas avoir vu Bryce Pickford et Aiden Papanekis, 2 joueurs fraîchement repêchés. Dans le cas de Pickford, blessé, et Papanekis atteint d'une mononucléose. On ne les a pas vus en fin de semaine. Ça, c'est un peu décevant, mais en même temps, ils auront d'autres chances de se reprendre. Oui, absolument. Je suis particulièrement déçu de ne pas avoir vu Papanekis. C'était dans le match de dimanche, par exemple. Le fait de ne pas avoir Ivan Demidov, ça a apparu parce que t'avais pas de joueur de talent. T'sais, honnêtement, les Canadiens ont dominé ce match-là, mais c'était pas des joueurs offensifs, donc je peux pas te calculer le nombre de tirs ratés qui ont passé par-dessus la cage, là. Si t'avais eu un Papanekis, je pense que ça aurait montré un peu qu'est-ce qu'il est capable d'offrir. C'est un gros bonhomme, c'est quelqu'un qui, moi, selon moi, patine mieux que ce que tu peux noter à l'œil, parce qu'un gros bonhomme, il a des grosses enjambées, mais surtout, ses mains sont vives. Moi, je pense qu'on l'aurait vu créer beaucoup de jeux, beaucoup de chances de marquer, de feintes, puis les partisans se seraient levés un peu de leur siège, on l'aurait un peu plus noté. Mais bon, malheureusement, il y a de mononucléose. On va simplement espérer que lorsqu'il va revenir, qu'il va être... Tu sais, si ça se passe moins bien lorsqu'il reviendra, ce serait normal, c'est long se remettre d'une mononucléose, tu perds de l'énergie. Ouais. Surtout pendant que tous les autres joueurs, eux, sont en pleine forme. Donc, c'est possible que ce ne soit pas une grosse saison pour lui. Donc, c'est ça qui est très dommage. Surtout que Kelowna va présenter la Coupe Memorial. Lui joue avec les Rockets de Kelowna. Mais bon, on verra bien pour lui, là. Bien, messieurs, vous avez été excellents dans ce premier segment. Merci beaucoup. On avait prévu toutes sortes de choses. On va vraiment rester collé sur le camp des recrues du Canadien parce qu'il y a d'autres espoirs sur lesquels je veux absolument vous entendre. On va faire une très courte pause. On vous revient dans le 2e segment de Processus.
Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On poursuit notre analyse du camp des recrues du Canadien dans ce premier épisode de la nouvelle saison de Processus. Merci d'être avec nous autres. Anthony Marcotte avec Martin Thériault et Marco D'Amico qui nous parlent en direct de Nashville. D'abord, qu'est-ce que tu fais là? On peut-tu savoir qu'est-ce que tu fais à Nashville, Marco? J'espère que tu as pris un peu de temps à aller prendre une petite bière dans un des bons bars de l'endroit, mon cher. Ouais, plus qu'une petite bière, mais on va laisser ça à ça. Écoute, je suis ici pour une conférence de marketing. Donc, c'est juste un trade show, comme on dit, là, mais c'est intéressant d'être ici et être capable de vivre cette ville-là. Écoute, l'Arena Bridgestone est juste devant moi ici. Là, je peux ouvrir la fenêtre et vous la montrer. Là. C'est tellement une belle ville. Ouais. Belle ville de hockey aussi. Beaucoup de chandails des Prédateurs, ce qui est quand même intéressant, vu que les Titans ont joué il y a une couple de jours. Mais risque de... la musique, la culture, c'est vraiment impressionnant. Ouais, en tout cas, ce n'est que partie remise pour qu'on t'ait ici en studio en chair et en os. On va t'attendre avec plaisir lundi prochain lorsqu'on va enregistrer notre deuxième podcast. Si on poursuit, messieurs, avec notre analyse du camp des recrues, si on retourne un petit peu à l'attaque, bien aimé, moi, ce que j'ai vu d'Oliver Kapanen, qui m'avait laissé franchement sur ma faim dans les séries du Rocket parce que j'avais peut-être de trop grandes attentes avec ce que j'avais vu dans la Ligue de Suède avant qu'il arrive en Amérique du Nord. Tu te souviens, Marty, on scrutait ça de près. Il avait connu une excellente année dans son équipe à Timra dans la Ligue de Suède. Olli Jokinen était son entraîneur en chef. Il est arrivé dans les séries, c'était le joueur de centre numéro 1 de son équipe. On l'utilisait à plein de positions, entre autres à la pointe en avantage numérique. Il a été éliminé au premier tour après avoir bien fait. On se disait immédiatement... il va avoir un impact à Laval. C'est pas tout à fait ce qu'on a fait. On l'a rappelé à Montréal en premier lieu. Il a joué quelques matchs avant d'aller rejoindre le Rocket en série. Mais en série, on dirait qu'on n'a jamais senti Kapanen vraiment à l'aise. Je sais pas si tu as eu la même lecture que moi, Martin. Ouais, quand même, tu sais, c'est ça. Je pense que lorsqu'il est débarqué dans les séries du Rocket, je pense que c'est le côté offensif qui a fait. Je pense que l'aspect de la grande glace en Europe par rapport à la petite glace en Amérique du Nord, toutes les décisions sont plus rapides. L'exécution est davantage là. Et je pense que Kapanen, il était quand même à l'aise. Il avait quand même des chances de marquer. Mais la différence entre la mettre dans le filet lorsqu'il était en Suède et rater le filet parce que là, soudainement, tu dois précipiter tes gestes. Je trouve que ça se remarquait beaucoup dans le cas du Rocket, lorsqu'il était avec le Rocket. Moi, Oliver Kapanen, c'est évident qu'il a été l'un des meilleurs. C'est sûr qu'au niveau défensif, il était incroyable. Au niveau du coup de patin, c'était l'un des meilleurs à ce niveau-là. Capable de contrôler, de garder la rondelle longtemps. Sauf qu'à un moment donné, Kapanen, je le place un peu dans ma catégorie où il a offert un peu ce que je m'attendais. Puis il faut surtout que tu te ramènes à ce qu'il a fait l'an dernier. On disait à peu près la même chose. Moi, je me souviens, avant le début du camp, je parlais sur le podcast La Relève avec... je disais que je voyais Kapanen se battre pour un poste et tout ça. Puis là, Anthony Desaulniers m'avait fusillé du regard. Mais finalement, je m'étais pas trop trompé. Mais c'est la même situation. Tu sais, vers la fin du camp d'entraînement, ça commençait à ralentir. Les vétérans arrivaient, commençaient à trouver plus le rythme. Et c'est là qu'on commençait à voir le Kapanen qu'on a vu dans les séries à Montréal et à Laval. Donc, je dirais que Kapanen, c'est bien, c'est sûr que on va le prendre, qui a été l'un des meilleurs, qui a eu une belle chimie avec Ivan Demidov notamment. Tu parlais de l'aspect défensif, ça peut être un candidat parce qu'il est quand même plus solide que Dak à ce niveau-là. Mais j'attends de voir vraiment les matchs préparatoires, puis pas les premiers. Je pense que dans les premiers, il est capable de se démarquer. Mais c'est vraiment lorsqu'on va débarquer vers la fin du camp d'entraînement. Là, je veux voir que physiquement, il est plus à l'aise, qu'il est capable de trouver la fraction de seconde, de se libérer un peu, de décocher d'excellents lancers. C'est vraiment ça la clé pour Kapanen. Mais le camp des recrues, ça, c'est pas une surprise qui est dominé. Marco? Non, du tout. Je pense que tout le monde s'attendait à une légère domination de sa part. Puis écoute, repêché en 2021 aussi, là, tu t'attends c'est un des plus vieux au camp, tu t'attends à une certaine domination aussi. Moi, écoute, je trouve qu'il fait tout bien, mais ce que j'aimerais voir, c'est genre un élément qui le démarque offensivement vis-à-vis le reste des recrues. Puis je pense que on l'a vu finalement, ceci. Il y avait certains moments durant les séries de Laval, spécialement quand il a finalement commencé à avoir un peu de chimie avec Joshua Roy, ou ce qu'on a vu, là, Oliver Kapanen, qu'on a vu en Suède et en Finlande,
Et je pense que c'est un joueur que le moment qu'il va être capable d'avoir cette fraction de seconde de plus pour exécuter son jeu, que ce soit un placement optimal sur la glace, que ce soit un peu plus de hang dans son jeu pour s'apporter dans la zone payante, c'est un joueur que je trouve qui va être fiable et que tu vas être capable de placer n'importe où dans ton troisième ou quatrième trio. Donc, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je pense qu'il pense bien le jeu. Là, c'est maintenant de le voir contre des vrais joueurs de la Ligue nationale parce que c'est vraiment là où ce que tu vas être capable de te dire vraiment où ce qui se situe dans l'organigramme du Canadien. Bien, la question demeure entière. Est-ce que c'est un joueur de centre ou c'est un ailier? Moi, ce que j'ai vu, je pense que c'est un joueur de centre. Mais ce qui semble l'embêter un petit peu dans ses perspectives de faire l'équipe, c'est que présentement, je vois 3 joueurs de centre droitiers en avant de lui. Donc, si tu l'amènes comme joueur de centre, il devient 4e. C'est pas idéal d'avoir 4 droitiers dans ta ligne de centre. Ça, c'est clair. C'est clair que c'est un facteur à considérer, surtout que Wenbeck est capable est excellent au cercle des mises au jeu. T'sais, on s'entend, l'aspect droitier-gaucher, c'est surtout pour ça. C'est sûr que là-dessus, Beck, ça lui donne un avantage. En même temps, Kapanen, bon, c'est un joueur de centre, ça, c'est clair. Puis je suis pas certain qu'il y a beaucoup d'occasions à l'aile, là, parce que je trouve qu'à l'aile, vraiment, les Canadiens sont blindés. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est sûr que ça va passer par le centre. Il est capable de jouer à l'aile. C'est simplement que tu as beaucoup de candidats, tu sais, des Josh Anderson, des Brandon Gallagher, des Joseph Veleno, des Samuel Blais et j'en passe. Là. C'est ça qui peut être compliqué un peu aussi. Parmi les autres options à l'attaque chez le Canadien, on peut parler un peu de Florent Xhekaj qui s'est retrouvé avec une belle opportunité de jouer avec des joueurs offensifs, de le placer sur un premier trio, de l'utiliser aussi en avantage numérique. Gabarit imposant, ça paraît qu'il a rajouté du muscle à sa charpente. Il est plus gros qu'il était à la fin de la saison passée. J'ai pas senti qu'il avait ralenti sur la glace. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Il a réussi à marquer un beau vieux garbage goal dans le match numéro 1, entre autres grâce à Ivan Demidov. Comment vous l'avez trouvé, Florent? Ben moi, selon moi, ça a été après Owen Prost, je te dirais, ça a été l'un des joueurs que j'ai le plus apprécié dans tous les espoirs. Justement pour l'aspect que tu mentionnais. Je sais pas si tu te souviens, Tony, on avait rencontré Florent Xhekaj au McDo après l'élimination du après la victoire du Rocket contre les Monsters de Cleveland. Puis ça m'avait frappé à quel point de voir à quel point, écoute, il est grand, mais super mince. Je me disais, écoute, il y a de la place à grossir pas mal. Il était à la bonne place pour faire ça. nous autres, on n'en avait pas besoin, tu vas me dire, là. Mais c'est ça, tu sais. Là, finalement, on apprend qu'il a pris 15 livres et ça a apparu sur la patinoire. Ouais. Sur le plan physique, ça, c'était pas nécessairement là qu'il y a eu une progression. Je veux dire, ça a toujours été un gars combatif, toujours été quelqu'un qui donne des doubles échecs, qui crée le chaos sur la patinoire, sur le plan physique. C'était pas là-dessus. Mais c'est même sur le plan avec la rondelle, offensivement, pour être capable de garder la rondelle un peu plus longtemps, remettre à ses coéquipiers et tout ça. Et on l'a vu sur le but d'Ivan Demidov. Oui, il a simplement récupéré les poubelles devant le filet. Mais ça, ce sont des gestes parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est peut-être un peu plus fort physiquement, capable de mieux sortir l'épaule, de mieux protéger son espace, de protéger sa rondelle, d'être capable de marquer. Et je pense que ça, c'est là-dessus qu'il va y avoir une grosse progression. C'est pas pour rien qu'on parlait de Florent Xhekaj comme quelqu'un qui pouvait se battre pour un poste dès cet été. Parce qu'on se disait, bon, écoute, s'il prend de la force physique, mais c'était un peu ça. Là, le fait d'avoir ajouté ça, le jeu physique, ça, c'était déjà là. Mais c'est vraiment le côté d'aller devant le filet, d'aller chercher des chances. Puis tu sais, on s'entend, Florent Xhekaj, ce sera jamais quelqu'un qui va faire des jeux à la Demidov, mais quelqu'un qui va aller au filet, récupérer les retours, faire dévier des tirs, gêner le gardien de but. Là, j'ai trouvé que c'était intéressant, là, en fin de semaine, exactement ce qu'il a fait. Là. Marco? Écoute, les gars, moi, je pense que c'était le joueur qui m'a plus fait ouvrir les yeux. De base, je pense que le MVP de sa situation, c'est Mamad Xhekaj, qui l'a aidé à gagner 15 livres. Ouais. Je pense que c'est absolument écœurant. Je sais c'est quoi ça, avoir une mère qui cuisine pour toi puis que tu fais juste manger toute la journée longue. Donc, pour moi, ça paraît pas, tu vois un joueur comme ça. Non, mais écoute, faut bouger. Mais en termes de Xhekaj, je pense que ce que j'aimais le plus, c'est le fait qu'il était capable d'être complice à un joueur de talent comme Ivan Demidov. Donc, pour moi, je m'explique, à Laval, pas eu beaucoup d'opportunités pour jouer nécessairement avec les meilleurs joueurs. Et là, vraiment, tu as eu l'opportunité de jouer avec les meilleurs espoirs possibles dans ce camp de recrues-là. Et il suivait. Il était capable de lire les jeux,
Il était capable de faire de la place, de comprendre c'est quoi son rôle dans une telle situation. Ça, c'est un niveau de QI hockey qu'on n'a pas encore vu de sa part côté offensive. On l'a vu défensivement, on l'a vu à 5 contre 5, on l'a vu en zone neutre, mais vraiment être capable d'être le gars qui non seulement faire la place pour ses coéquipiers, mais de compléter des jeux. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que des fois, tu veux juste regarder un joueur comme Ivan Demidov aller et des fois, tu te fais comme juste wow. Florian Jacquin n'était pas de ce côté-là. Il voulait être impliqué autant. Il faisait des jeux avec Ivan Demidov. Il faisait des petites passes ici et là. Il utilisait son corps pour y faire plus d'espace. Il allait au filet. Il était toujours à côté ou dans le jeu en même temps qu'Ivan. Puis je pense que ça, c'est très intéressant pour un joueur que le Canadien ont placé là, pas par hasard, mais parce qu'ils veulent voir exactement ceci. Est-ce que c'est un joueur qui est capable de suivre des joueurs de talent? Parce que c'est ça qui va vraiment faire en sorte s'il va être un joueur de quatrième trio ou quelque chose de plus dans la Ligue nationale. Ouais, moi, je suis très intrigué de voir quelle sera l'utilisation du Canadien au gros camp. Est-ce qu'on va l'utiliser à l'aile? Est-ce qu'on va continuer de l'utiliser au centre? Va-t-on lui donner une chance de rafler le poste de centre de quatrième trio? Moi, je pense que c'est tout à fait possible si on le place au bon endroit pendant le camp d'entraînement. Il y a une porte ouverte. C'est peut-être la seule lutte au camp. C'est pour le poste de quatrième joueur de centre. Es-tu capable d'en amener plus qu'un gars comme Joseph Veleno? Je pense que c'est tout à fait possible. Laissons l'occasion à Jack Hyde de prouver sa valeur. Il est peut-être en avance sur bien des facteurs dans ce rôle-là qu'on voudra bien lui donner. Parce que un autre prétendant à un poste, c'est Owen Beck. On a vu du bon Beck en fin de semaine. Mais de l'autre côté, on voit aussi ses limites offensivement. Il manque de finish. Et ça, sans dire que ça m'embête, parce que je pense que c'est un joueur éventuellement destiné à un bottom six dans une équipe de la Ligue nationale, c'est pas un gars qui a un sens inné pour marquer des buts. On l'a vu par moment à Laval, mais il a ses limites offensivement aussi. Je sais pas quelle est la lecture que tu en as fait d'un camp des recrues correct dans le cas de Beck. Est-ce qu'on aurait pu en souhaiter mieux peut-être? Mais ta lecture de ton côté, Martin. Owen Beck est dans la même catégorie que Oliver Kapanen, dans le sens qu'il a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Puis tu parlais du manque d'offensive, ben il m'a même pas surpris à ce niveau-là non plus. Ouais. Tu sais, ça a peut-être été là dans les. Je vais même inclure Demidov là-dedans. Ça a peut-être été l'un des joueurs qui a le plus de chances de marquer, Owen Beck. Je suis d'accord. Sauf que quand je parlais du but de Demidov, tu disais, t'avais le sentiment qu'il allait marquer. Owen Beck, c'est complètement le contraire. T'avais le sentiment qu'il ne marquerait pas. Il débarque, puis il ne va pas nécessairement avoir un ou deux maniements de rondelles pour simplement jouer dans la tête du gardien de but, rendre ça un peu plus imprévisible, placer la palette de ton bâton pour que le gardien perde la rondelle de vue pendant peut-être une fraction de seconde. Parfois, c'est simplement ça qui te permet de battre le gardien. Mais là, lui, c'est immédiatement, il se précipite à tirer. Puis là, c'est un tir dans le plastron. Ça devient super facile pour le gardien de but de faire des arrêts. Donc, t'es obligé de regarder ça, t'es obligé de dire, ben Owen Beck, c'est pas pour rien qu'on l'étiquette comme un gars de troisième, voire de quatrième trio. C'est un gars qui est rapide, c'est un gars qui est super intelligent, il a le sens du hockey, il le comprend. Il se positionne bien, il va aller appuyer le bon joueur au bon moment, va être en mesure de placer la rondelle pour que le joueur soit vraiment libre, qu'il ait peut-être un peu plus d'espace. Tous ces aspects-là, Owen Beck les maîtrise super bien. Mais aussitôt que tu arrives à créer de l'attaque, faire une passe, un tir au filet, là, ça devient plus ordinaire, disons. Et là, il va faire des remises simples, il va tirer au filet, ça va être dans le plastron du gardien de but, mais tu sais, c'est pas un hasard si les Canadiens, dimanche, n'ont pas généré beaucoup de choses, n'ont marqué qu'un but sur un revirement créé par Philippe Méchard. C'est parce qu'à un moment donné, des gars comme Beck ne sont pas capables d'amener ça, tu sais. Marco, de ton côté? Ouais, mais écoute, ça a toujours été ma question pour lui, c'est de trouver le côté offensif, parce que défensivement, côté mise au jeu en zone neutre, c'est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale juste à cause de ça. Qu'est-ce que j'aimerais voir, par contre, c'est qu'il perce un peu plus dans la zone payante, qu'il s'essaye un peu plus en termes de ses jeux offensifs. Il y avait aussi un problème de chimie, je trouve. Je pense pas que Tyler Thorpe puis Vincent Rohr suivaient nécessairement, mais le dimanche, tu joues avec Florian, tu joues avec Oliver Kapanen, tu te devais de te lever un peu offensivement. Je trouve qu'il y a eu des bons moments, mais encore une fois, tu dois avoir l'instinct killer à la fin. Tu dois être capable de finir tes jeux puis être la pièce qui va être la différence. On l'a vu par moment à Laval l'année passée, et c'est ça vraiment que j'aimerais voir de lui, parce que on parle d'un joueur qui va un jour jouer pour le Canadien de Montréal au centre,
mais j'aimerais voir une domination dans la Ligue américaine avant qu'il prenne vraiment son step. Et à date, c'est pas parti pour que ça se produise. Il y a d'autres espoirs dont je veux vous entendre, mais allons-y quand même en quelques mots sur certains d'entre eux, parce que je veux entendre Martin, bien sûr, en fin de podcast sur un espoir en particulier et aussi son profil d'espoir qu'on vous a gardé en réserve pour la fin du podcast. D'abord, Marco, quelques mots pour Vincenz Rohrer. Il est fort pour un gars que le monde croit qu'il est petit, hein? C'est incroyable comment c'était difficile de le classer, de le pousser de la rondelle. C'est un joueur qui était très solide, un très bon moteur. On voit vraiment un Gallagher avec un coup de patin en lui. C'est vraiment intéressant de voir à quel point c'est un joueur qui joue dans la Ligue de Suisse, mais qui joue un style nord-américain pareil. Je pense que ces 2 années avec les 67 de Ottawa l'ont grandement aidé dans ce style-là. Mais je trouve que c'est un joueur... sa vitesse, sa lecture de jeu, la capacité en termes d'échec avant, je pense que c'est un joueur qui va très bien fitter dans l'organisation du Canadien dès l'année prochaine. Moi, c'est ce que j'avais hâte de voir dans le cas de Vincenz Rohrer, c'est justement, Marco l'a mentionné, il a joué 2 saisons à Ottawa dans la OHL, mais à quel point il allait être rouillé un petit peu dans le style nord-américain, les petites patinoires, le fait que ça joue plus rapproché, puis Marco l'a bien mentionné, c'est quelqu'un, Rohrer, qui joue intense, qui est toujours au contact, qui va protéger la rondelle, va foncer au filet. Je trouve qu'on l'a moins vu. Il était bon quand même, mais je trouve que dans le premier match, on l'a peut-être un peu moins vu. Il crée des choses, il amenait de la vitesse, il était capable de justement, par son coup de patin, de mieux déborder. Ça donnait des ouvertures et tout ça. Mais c'est vraiment dans le deuxième match, moi, qui m'a renversé. Ça a été le horreur de la National League en Suisse. Capable d'aller au filet, capable de garder la rondelle pendant 8 ou 9 secondes, là, protéger énormément la rondelle, foncer à l'intérieur, donner ça difficile aux joueurs des Maple Leafs qui étaient quand même physiques dans ce match-là. Tu vois qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Tu vois qu'il va aller au filet, il n'a pas peur de donner des coups de bâton, de s'impliquer dans les mêlées après les sifflets. Tu vois vraiment que Vincenz Rohrer, c'est un gars qui joue de façon nord-américaine, même en Europe, tu le voyais. Là, il a gagné la Champions, la Ligue des champions version hockey. Puis c'était la même chose. C'était un des seuls joueurs qui allait au filet, qui appliquait de l'échec avant, qui était capable d'aller chercher des retours de lancer. Il était tenace et c'est ce que j'ai aimé de Vincenz Rohrer. On l'a bien vu dans le camp des recrues et j'ai bien hâte de l'observer dans le camp principal avec les vétérans. Là. Je pense qu'il va déranger quand même quelques vétérans, selon moi. Là. Oh oui. Philippe Méchard, Marco. Ça, c'est toujours un sujet un peu plus difficile. Je pense que Philippe Méchard, j'ai pas détesté son match le samedi. C'est certain qu'il a beaucoup mieux joué le lendemain, le dimanche. On l'a mis au centre sur le deuxième trio. Je pense qu'il est plus à l'aise au centre. Malheureusement, je ne sais pas si ça va être son chemin dans la Ligue nationale. Je pense que c'est un allié dans la Ligue nationale puis même dans la Ligue américaine. Mais je pense que c'est un joueur qui a pu un peu se démarquer dans sa lecture de jeu, son coup de patin. Mais encore une fois, la plus grande faiblesse pour lui, c'est qu'il se fait très facilement tasser vers l'extérieur. Pas vraiment la hargne qu'on aimerait voir de lui, comme, mettons, un Vincenz Rohrer, pour aller dans la zone payante puis apporter la rondelle avec lui puis de pas avoir peur de contact. Je pense que c'est l'affaire qui le fait le plus le mal. C'est le contact, c'est la petite glace, c'est le petit espace de temps. Il l'a pas, malheureusement, dans cette situation-ci. Il a besoin de travailler ça à Laval. On espère une saison pour lui sans blessure pour qu'il vraiment peut prendre ses répétitions. Mais encore une fois, je pense qu'on a vu le même problème. Et Pascal Vincent n'a pas passé par 2 chemins. Il a dit, écoute, on va l'apprendre comment vraiment formuler son jeu pour qu'il puisse prendre plus de risques puis aller dans les zones payantes. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Marco vient de mentionner, puis je vais aller même plus loin. Là. Avec les espoirs, je me garde toujours une gêne. J'attends toujours de voir comment ils peuvent se développer, jusqu'à quel point ils peuvent amener leur jeu à un certain niveau. Philippe Méchard, à un moment donné, a 21 ans. Je sais que c'est simplement 2 matchs, mais à un moment donné, avec tout ce qu'on a vu, là, moi, on dirait que en fin de semaine, j'ai abandonné sur Philippe Méchard. J'ai abandonné comme joueur qui peut aider dans les Canadiens, mais même dans la LNH au complet. L'aspect physique que Marco parlait, il a entièrement raison. Donc, aussitôt qu'il y a de l'espace, le coup de patin, il n'y a pas de problème. Il est capable d'aller se créer des chances de marquer. Sur son but, ça a été ça. Il s'est bien positionné au centre de la patinoire, a coupé une passe de Ben Danford, l'a débordé par la suite. Et aussitôt qu'il y a de l'espace, c'est incroyable. Il est super bon.
Mais le problème, c'est que surtout que tu as des bagarres un peu physiques, il perd les rondelles. Il y a un but qu'on n'a pas noté nécessairement. Moi, souvent, lorsque je regarde des camps des recrues, c'est, oui, tu as l'aspect général, mais j'aime regarder les confrontations que ça peut donner contre les meilleurs joueurs, contre les vétérans. Et Anthony, tu l'as vu quand même pas mal l'an dernier avec le Rocket, le joueur que je vais te parler. Sur le but de Ryan Verberg, Jacob Twillen, qui était peut-être, selon moi, le meilleur vétéran chez les Maple Leafs dans le match de dimanche, sans dit long souvent. Lorsque tu es quelqu'un qui a de l'expérience de la Ligue américaine, qui sait comment jouer un peu plus physique, qui est capable de mieux se comporter, Méchard, dans une bagarre devant le filet, s'est complètement fait battre par Quillen. Puis Quillen, c'est pas un joueur, c'est pas un monstre non plus. Puis tu vois, c'est ce genre de détail-là. À 1 contre 1, il va aller perdre les rondelles, il perd les bagarres. Tu vois qu'il tente de s'impliquer, d'être plus physique. Là. Je l'ai vu appliquer des mises en échec. Tu vois qu'il veut tenter, mais premièrement, c'est pas son identité. Et deuxièmement, ce fameux facteur physique-là, ça le rattrape. Et malheureusement, à un moment donné, ça va vite. Tu commences à avoir des espoirs qui cognent à la porte. Là, tu regardes un Joshua Roy qui est là, qui n'est même pas assuré d'un poste. Là, tu as des rares qui s'emmènent. Tu as un Papanekis, tu as un Zarovski. Il y a Philippe Eriksson dont on va parler. Il y a beaucoup de joueurs, à un moment donné, qui cognent à la porte. Donc, moi, pour toutes ces raisons-là, je pense que Philippe Méchard, c'est terminé pour lui. Ouais, puis, tu sais, on peut toujours se rabattre en disant, hey, regardez, là, on avait complètement écarté un gars comme Sean Farrell l'an passé. Mais moi, je pense qu'un élément que les gens ont rapidement oublié dans le cas de Farrell, c'est son caractère. Je pense pas que Méchard a le caractère de Farrell. Pour rebondir, vivre l'adversité que Farrell a eue l'an passé, de commencer la saison de la Ligue américaine dans les estrades et de devenir un joueur de premier plan à Laval toute l'année. Je pense pas que Méchard a ça en lui. En tout cas, je peux me tromper, mais j'espère me tromper. Mais les espoirs dont on parle, ils n'atteignent pas tous la Ligue nationale. Et là, ben, le rêve de la Ligue nationale commence à s'éloigner pas mal en ce qui me concerne pour Méchard. Mais la preuve, c'est que lorsqu'il a commencé la saison à Laval avec Owen Beck et Jared Davidson, 5 points en 5 matchs, il était tout feu, tout flamme, ça allait super bien. Tu parles d'adversité. Il s'est blessé, il est revenu. Et c'est un joueur bien ordinaire, avait perdu justement son rôle sur le fameux trio qu'il affectionnait. Il a été bon, mais là, beaucoup de haut et de bas. S'est blessé 3 fois, puis il est arrivé en série, a joué un match. Mais je me souviens de son match en série, il n'a pas rien cassé. Il était super effacé. Puis finalement, on l'a ressorti de la formation, surtout qu'on a pu. Tu sais, à un moment donné, c'est dommage, mais c'est ça la réalité pour lui. Là. Un petit dernier, messieurs. Tyler Thorpe. Grand bonhomme, un géant. On l'a amené à Laval à la fin de l'année. Le Canadien a une décision à prendre, exactement la même que celle avec Florian Jacquet l'an passé. On a décidé de le garder à Laval. Thorpe est exactement au même endroit dans son développement. On peut le retourner dans la Ligue de l'Ouest ou on peut le garder à Laval. Quelle décision nous attend concernant Tyler Thorpe cette année, mon cher Marco? Ouais, c'est un peu plus difficile dans son cas parce qu'avec un gars comme Florian, il joue au centre, c'est un gaucher. Il y a beaucoup d'éléments dans son jeu que le Canadien manque. Dans le cas de Tyler Thorpe, par contre, c'est vraiment intéressant de voir la façon qu'il utilise son corps, la façon qu'il est capable de faire la place et la façon comment il bouge. Je pense que c'est vraiment ça l'affaire qui est intéressante pour moi. Être 6 pieds 5 et bouger de sa façon-là, je pense que c'est très intéressant pour un trio. Malheureusement, par contre, la lecture de jeu, je pense que Owen Beck faisait beaucoup de jeux pour lui qui était juste pas capable de suivre. Donc, pour moi, je pense que c'est cet élément-là qui doit vraiment travailler. C'est juste être capable d'être dans la bonne place et de compléter des jeux. Mais sinon, je trouve qu'il était très méchant. Il avait vraiment pas peur après le sifflet de causer quoi que ce soit en termes de chaos. Il y a vraiment les éléments que le Canadien aimerait avoir pour un ailier de 3e ou 4e trio. Je pense qu'on l'a vu. Là, il suffit de juste démontrer ses habiletés offensives parce qu'on les a déjà vues dans les camps de perfectionnement et le camp de développement l'année passée aussi. Oui, puis il y a un peu de papier sablé, puis il a jeté les gants, il s'est bien débrouillé. C'est des aspects qu'on n'avait pas vus l'an passé et qu'il a amené cette année. Ouais, ça c'est clair. Je pense que l'aspect physique avec Tyler Thorpe, ça sera jamais le problème. On a vu qu'il était physique, capable de compléter ses mises en échec et tout ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé, là, puis tu te souviens-toi, l'an dernier, là, c'était un trio avec Florian Jacquet et Luke Tuck, qui avait été incroyable. On était physique, on frappait tout ce qui bougeait. Les espoirs des Maple Leafs en avaient plein les bras.
J'ai trouvé qu'il s'ennuyait un peu de ces joueurs-là. Moi, tu sais, oui, il frappait, mais souvent le problème de Tyler Thorpe, c'est son coup de patin. Il arrive, il est capable de frapper, mais quand même un peu en retard. C'est un peu une mise en échec un peu entre guillemets inutile, si tu veux. Et j'ai trouvé qu'au niveau offensif, il y en a donné moins que l'an dernier. Tu vois justement qu'un gars comme Jacky qui amenait une bougie d'allumage, un côté vitesse, que t'avais Tuck également à côté, je trouve qu'on l'a pas nécessairement vu. Donc là, qu'est-ce qui va se passer avec Tyler Thorpe? Il peut retourner dans la WHL avec les Giants de Vancouver, c'est une possibilité. Je te dirais que si on était l'an dernier, supposons qu'il a 20 ans, mais qu'on est dans la situation de 2024-2025, je le renvoie à Vancouver. Sauf que là, la WHL dans les 3 ligues de la Ligue canadienne est probablement celle qui a été de loin la plus affectée par l'exode de joueurs vers la NCAA. Donc là, à quel point il peut s'améliorer dans une ligue qui a baissé pas mal de calibre? Là, c'est là ma grosse question. Est-ce que t'es mieux de le garder dans l'entourage du Rocket? Et il y a des joueurs qui se battaient pour le même poste que lui. Je pense à un Mark Estapa qui a été incroyable en fin de semaine. Bon, ouais. Moi, je pense qu'il est devant Tyler Thorpe si tu veux le placer dans la formation du Rocket immédiatement. Donc là, ce que tu dis, est-ce que je suis mieux de voir un Thorpe avec les Lions Trois-Rivières, par exemple, qui viennent de gagner la Coupe Kelly, qui sont en train de développer quelque chose d'intéressant là-bas, plutôt que de l'envoyer dans la WHL où, je viens de le mentionner, le calibre est un peu inférieur. Je pense que j'aurais le goût de le garder à Laval, mais pas nécessairement parce qu'il le mérite. C'est simplement que la WHL, ça m'inquiète un peu la baisse de calibre, mais pas parce qu'il mérite nécessairement. OK, intéressant. Juste avant de terminer ce segment, bien rapide, là, pas obligé de faire un long détour, je veux, Marco, avoir tes 3 joueurs qui se sont démarqués à tes yeux et 3 joueurs qui ont perdu des points à tes yeux. Puis on va faire la même chose avec Martin. Tu commences. All right. Ben, Demidov, je pense que c'est la réponse facile numéro 1. Je pense que j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Florian Jacky. Et écoute, moi, je pense que Jacob Fowler avait un calme absolument époustouflant dans les buts. Je pense que j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de lui. Donc, je vais mettre ces 3-là en termes de qu'est-ce qui m'a impressionné. En termes de déception, je pense Owen Beck, Oliver Kapanen, je dirais pas vraiment une déception. Fait Owen Beck, numéro 1. Philippe Méchard, numéro 2. Excuse-moi, à vrai dire. Philippe Méchard, 1. J'ai pas préparé pour cette question-là. Philippe Méchard, 1. Philippe Méchard, 1. Owen Beck, 2. Puis je dirais probablement Tyler Thorpe, 3. Moi, je vais aller un peu ailleurs. Tu sais, un Demidov, oui, c'est un gagnant, mais moi, je voulais surtout voir qui m'a sauté aux yeux. Florian Jacky, premier, ça, c'est clair. Owen Protz, deuxième. Le troisième, je vais aller avec Andrew McNeil, qui jouait à côté d'Owen Protz. C'est sûr que c'est pas un grand joueur offensif, mais j'ai trouvé que dans les bagarres physiques, premièrement, jeter les gars dimanche. Toute une bagarre à part ça. C'est ça, toute une bagarre capable de prendre la pression. J'ai trouvé que dans le style robuste, il était à l'aise. Défensivement, a tué beaucoup de jeux, son bâton était efficace. J'ai hâte de le voir, lui, dans la OHL cette année. Ça va être très intéressant. C'est pas quelqu'un qui jouait beaucoup l'an dernier. 7 ou 8 minutes environ en moyenne en série, donc va jouer probablement en plus. Dans mes déceptions, au premier rang, Adam Engstrom, je pense. Deuxième rang, Philippe Méchard. Et Luke Tuck est mon troisième. Moi aussi. Je me serais attendu à pas mal plus. C'est quelqu'un qui avait été tellement dominant, physique, même au début de la saison à Laval, très dominant. Et j'ai trouvé que il était tout simplement effacé. Il était physique, mais je peux t'en nommer 5 qui étaient plus physiques que lui. Je trouvais qu'au niveau vitesse, il n'y avait pas grand-chose. À l'attaque, je me souviens même pas d'une séquence où il a pu créer quelque chose. Pour quelqu'un qui avait le vent dans les voiles l'an dernier, quand même un choix de deuxième tour. Écoute, au mois de novembre, on parlait d'un rappel potentiel à Montréal. Ouais. Là, il est vraiment loin d'un rappel. Non, moi, c'est ma déception numéro 1 en fin de semaine. On l'a pas vu, Luke Tuck. Et pourtant, on parle du joueur le plus âgé de l'équipe. Pas de raison qu'il ne ressorte pas dans un camp des recrues. Ça, c'est inquiétant de voir un gars comme ça ne pas ressortir. Ceci étant dit, pour conclure l'émission, 2 choses avec Marty. D'abord, un espoir qui n'était pas au camp de développement du Canadien pour une bonne raison. Enfin, c'est pas le cas de développement, mais le cas des recrues, devrais-je dire. C'est parce que sa saison est commencée en Suède. Philippe Eriksson, qui commence l'année en feu, tour du chapeau à son premier match à Luleå pour l'équipe championne en titre dans la SHL. Lui, il faut le noter, Philippe Eriksson. Moi, c'est toujours un pari que j'ai trouvé intéressant des choix des Canadiens de Montréal, un choix très tardif. C'est quelqu'un qui avait été blessé à son année de repêchage. Mais Philippe Eriksson,
problème de confiance, je te dirais. Lorsqu'il était à Vaxo dans la SHL, a été parfois prêté dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, parfois prêté dans l'Allsvenskan, qui est la 2e division, mais là, a changé d'équipe. Se retrouve avec Luleå. Luleå qui sont les champions de la SHL. Et là, le camp commence. Tu sais, on a souvent ce qu'on appelle la Ligue des champions version hockey. Ouais. Exactement comme au soccer. Donc là, en ce moment, c'est les phases de groupe. Il y a eu des matchs à la fin août. Et Eriksson, sur le premier trio, joue avec des vétérans de la LNH. C'est pas compliqué. Moi, de ce que j'ai vu, Eriksson a été le meilleur joueur de l'équipe. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il est super rapide. Son coup patin est bon. C'est un gars intense. Ça a toujours été un gars intense. Ça a toujours été quelqu'un qui s'implique. Même parfois, je trouve trop. Là. Il se sort parfois des situations défensives parce qu'il veut tellement aller récupérer la rondelle, veut tellement aller aider ses défenseurs. Je trouve que ça s'est quand même amélioré, mais il y a encore cet aspect-là. Mais moi, ce qui me renverse, c'est la vitesse avec laquelle il crée ses jeux. Tu sais à quel point moi, j'aime cet aspect-là pour la LNH. Lorsque tu as de l'exécution, lorsque ça s'enchaîne rapidement, il comprend l'espace autour de lui. Il est capable de bien manœuvrer, d'éloigner la rondelle du porteur lorsque c'est le temps, d'attaquer le filet lorsque c'est nécessaire. Et il a un bon tir, il fonce au filet, il est capable d'alimenter ses coéquipiers, on le voit en avantage numérique. Il joue à droite, mais a un peu la mission quand même de tirer, de prendre de bons tirs sur réception. Il joue sur le premier trio, je le répète, il est extraordinaire. Je vous dirais, là, pour les partisans des Canadiens, notez-le, Philippe Eriksson, parce que ça pourrait être l'un des, sinon l'espoir en Europe qu'on va surveiller le plus parce que c'est très prometteur. Joue avec une bonne équipe dans la SHL, a un rôle important. Et là, on l'a vu dans ce premier match-là, un tour du chapeau, une aide, puis même a frappé le poteau sur une autre séquence. On aurait pu avoir 4 buts. Wow. Donc vraiment, là, il est à noter, sa progression est là. Ben, moi, j'ai échangé des textos avec son coéquipier Frédéric Allard, que vous connaissez bien, qui a passé brièvement dans l'organisation du Canadien il y a 2 ans. Frédéric a connu énormément de succès la saison dernière là-bas dans cette équipe. Il a été nommé joueur par excellence des séries éliminatoires. Il n'avait que du bon à me raconter sur ce jeune homme-là. Allant même jusqu'à me dire des bonnes chances de signer pro à la fin de l'année s'il poursuit sa progression. On va bien l'encadrer cette année. Alors, surveiller Philippe Eriksson avec son excellent départ du côté de la Ligue de Suède. Marty, on va terminer l'épisode avec la trouvaille de Marty. Ça va toujours être la même chose. On va finir nos épisodes avec un joueur que tu as dépisté sous l'œil de lynx de recruteur que tu possèdes. Un joueur que peu de gens connaissent, mais que maintenant, il faut mettre sur notre radar. Ouais, dans le fond, le segment, ça va être ça un peu, toujours en fonction du repêchage 2026. Les joueurs qui sont à surveiller, qui pourraient vous impressionner, qui pourraient exploser. Et là, c'est un joueur qui évolue dans la... En fait, je l'ai observé en même temps qu'Alexander Zarovski dans les tournois préparatoires. Donc, il est dans l'organisation de UFA, dans la KHL, mais a commencé dans la Ligue junior, la MHL. On appelle ça le Tolpar UFA. Et là, notez bien le nom. Alan Tchaikslislamov. Le nom est très compliqué. Vous le voyez à l'écran présentement. On va quand même vous donner un peu de facilité. Beaucoup de points au Scrabble. Oui, exactement. Mais Alan Tchaikslislamov, ce que j'ai aimé, c'est que premièrement, dans les matchs préparatoires, il était utilisé avec l'équipe principale, avec Zarovski. Et c'est la première chose qu'il a noté. Premièrement, le gabarit est intéressant. 6 pieds 1 pouce, 187 livres. C'est un gars qui est intense, qui est un peu tannant sur la patinoire. Même contre des vétérans, même contre des joueurs de 29-30 ans. Il allait compléter ses mises en échec. Il dérangeait un peu après les sifflets. Il avait pas peur de parler. J'ai aimé son niveau d'habileté aussi. D'excellentes mains, très rapide. Donc, tu sais, capable de se créer beaucoup de chances, capable d'aller au filet. Justement, j'ai mentionné son côté intensité. Donc, capable d'aller mettre de la pression, d'aller chercher des retours et tout ça. La seule aspect, et c'est pourquoi moi, je pense qu'il va y avoir des partisans, il y en a d'autres qui ne l'aimeront pas du tout. Je trouve que son sens du jeu est déficient, par contre. Je trouve que très souvent, il est mal placé. Il va attaquer le joueur au mauvais moment. Il va être dans sa zone, il va vouloir aller devant le filet, couvrir un joueur, mais c'est pas le sien du tout. Il doit être un peu plus passif à la pointe. C'est extrêmement laborieux. Vraiment, son jeu défensif est à travailler, mais il y a beaucoup d'observateurs qui aiment ce genre de joueurs-là, qui sont intenses, qui ont des mains, qui vont aller chercher des chances de marquer parce que ça paie. Et on l'a vu depuis le début de la saison dans la Ligue junior russe, la MHL, a marqué 5 buts en 5 matchs. Donc, ça commence bien. Et aussi, facteur intéressant, moi, je trouve qu'il est toujours intéressant à considérer. C'est l'un des plus jeunes joueurs de ce repêchage de 2026-là, 4 septembre 2008. Donc,
2 semaines à peine là, d'être admissible au repêchage 2027. Donc ça, c'est à considérer aussi. Ça, ce sont des joueurs qui vont avoir des courbes de progression plus intéressantes. OK, intéressant. Donc, à mettre vraiment dans votre radar des espoirs en vue du prochain repêchage. On vous rappelle notre promotion en lien avec le retour de la gamme Response, les bâtons TPS que vous voyez juste derrière moi. Si ça vous intéresse de gagner un de ces bâtons, veuillez écrire TPS sur notre chaîne YouTube, sur justement la présentation de la balado, et vous courez la chance de gagner un de ces bâtons. Plus de contrôle, moins de vibrations, tout est là pour que tu bouges vite, que tu vises juste et que tu gardes le contrôle. Style, précision et impact, les bâtons TPS de la gamme Response. Messieurs, c'est déjà tout pour nous. Épisode numéro 1 de la saison 3. Marco D'Amico en direct de Nashville. Je te salue, mon cher ami. Bon. On l'a perdu. C'est pas grave, il est là, on le salue. Bye, Marco. Je suis encore là, les gars, évidemment. Bon, il est là. Salut, salut Marco. Et Martin, on se reparle la semaine prochaine. D'autres sujets. Bien sûr, le lancement du camp d'entraînement du Canadien, on va suivre ça de près. Mais la semaine prochaine, quand même, on mettra l'accent sur les autres jeunes joueurs qui s'illustrent dans les différents camps de la Ligue nationale. Ouais, puis la LHMQ également qui était surveillée. La saison commence. D'ailleurs, premier match de l'histoire du régiment de Terre-Neuve jeudi. Ça va être intéressant de surveiller parce que là, il y a eu beaucoup d'Américains, d'Européens qui sont débarqués dans la Ligue. Donc, et on entend les entraîneurs à travers aux quatre coins de la Ligue, on dit qu'on n'a jamais vu une Ligue aussi compétitive. Donc, j'ai hâte de j'ai pas vu de match de la LHMQ cet été. Ça va être intriguant de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Des choix de premier tour, habituellement, se taillent des places à 16 ans. Là, il y a énormément de joueurs qui ont été retranchés. Donc, ça, c'est peut-être un signe que ça s'est amélioré. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Oui, ça commence jeudi, justement, à Terre-Neuve. Le retour d'une formation de la LHJMQ du côté de Terre-Neuve. Puis moi, mercredi, mais tu y seras aussi. Je vais profiter de l'occasion pour assister au temple de la renommée de la LHJMQ mercredi soir. Donc, ça va être bien agréable. Il y a Corey Crawford, Mathieu Benoît, également Claude Julien qui vont être intronisés, Raymond Bolduc également, qui font leur entrée au temple. Donc, on aura peut-être de quelques petits échos à vous partager là, pour le prochain podcast la semaine prochaine. Ici Anthony Marcotte, au nom des collègues Marco D'Amico, Martin Thériault et l'excellent Olivier Paiement, grand chef d'orchestre de Processus. On est parti pour une autre super belle saison. Merci d'être avec nous autres et on se rappelle, la semaine prochaine, le balado, il sort très tôt le mardi matin. Salut tout le monde. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.